Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur Twitter se regarder encore énormément de tweets. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec le premier tweet insolite de la vidéo qui nous vient de French Rap US et c'est marqué historique. La montagne dans la série Game of Thrones vient de battre le record du monde de deadlift avec 505 kilos. Je crois que les gens n'imaginent pas la dinguerie que c'est, tu vois. En fait, à l'époque, quand je faisais beaucoup de muscu, ma perf à moi, c'était 220 en sumo deadlift. Sumo deadlift, t'as les jambes écartées, c'est un peu plus facile, tu vois. Et quand je dis perf, c'est vraiment juste la décoller la barre. Moi, j'ai jamais eu des perfs de zinzin, j'ai jamais été très fort. Et là, quand tu vois ça, quand t'as déjà fait cet exercice, tu sais que les genoux, la pression, les fessiers, ça tire comme jamais. Alors la colonne vertébrale, j'en parle même pas, les mecs. J'en parle même pas. Putain. Et on passe sur ce tweet de Chien Surpris qui a marqué « Pas un chat à Barcarès, la plage est vide, les parkings sont creux et les vendeurs de glace se regardent en chien de faïence. Bienvenue dans la France de Macron où même les vacances sont devenues un luxe bourgeois. » Ouais, bienvenue à Barcarès. Eh ben regardez, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde dans le sud de la France. Il n'y a vraiment pas grand monde. Il est 15h. 15h25 précisément. Ouais, franchement, je suis choqué comme c'est vide. En même temps, les mecs, ça coûte moins cher de partir en Europe, c'est-à-dire en Espagne, au Portugal, en Italie. Les vacances là-bas, c'est moins cher. Et tu comptes le billet d'avion avec. De passer des vacances dans le sud. Et on enchaîne avec ce tweet de Union Nationale Populaire. Et là, les amis, je préfère vous prévenir parce qu'il y a des propos très choquants, d'accord? C'est marqué « Le couple de pédos qui abusait des bébés dans un hôpital parisien a été arrêté. Selon les premiers éléments de l'enquête, ils s'en prenaient à des bébés noirs. Le couple s'était envoyé des SMS où la femme qui était soignante décrivait ce qu'elle faisait aux enfants à son compagnon. Ce dernier lui expliquait qu'il souhaitait se faire téter le gland et cracher dans la bouche des bébés. Une seule solution, la guillotine. Clairement ça les mecs. Redouane et une jeune infirmière nommée Leïla travaillant auprès de nourrissons dans un hôpital de Seine-Saint-Denis sont accusés de graves abus sur des bébés. Voici ce qu'il faut savoir. Les deux individus âgés d'une vingtaine d'années ont été surpris en train de partager des vidéos et des messages choquants montrant ce qu'ils faisaient subir à des nourrissons dans un hôpital situé en Seine-Saint-Denis dans le 93. Des vidéos choquantes censurées ainsi que des conversations ont été publiées sur les réseaux sociaux. Attends, c'est bon hein, un bébé black et sa petite... S'il pleure, crache-lui dans la bouche, mets-lui ton devant qu'il tète pour se calmer. Oh oui, et si ça le calme pas, mets-lui entièrement. Mais ont très rapidement été supprimés par les plateformes. Selon les conversations recueillies, Leïla, la jeune femme employée de l'hôpital, mettait ses doigts dans la bouche des nourrissons, les déshabillait et jouait avec leurs parties intimes tout en filmant pour les partager. Elle leur infligeait également des violences en leur donnant de petites claques. D'après les dernières informations, les forces de l'ordre s'occupent actuellement de l'affaire. Redouane nie formellement les faits, mais il a été confirmé qu'il publiait et partageait des vidéos de jeunes filles sans leur consentement, diffusées sur un compte Snapchat ainsi que sur Telegram. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est le silence. Aucune communication de la part de l'établissement, aucune explication pour les familles. Les parents découvrent l'affaire sur les réseaux sociaux sans avoir été informés par la direction de l'hôpital. Imagine, c'est le daron ou la mère. Ton enfant, il vient de naître. C'est-à-dire, il vient juste de naître. Et la première chose qu'il subit quand il naît sur cette terre, c'est ça. Putain. Et on passe sur le tweet de Juan Alasco qui a marqué « Charles Gave nous explique pourquoi l'OTAN a perdu la guerre en Ukraine. » Et pour la première fois, il y a quelque chose qui s'est passé d'extraordinaire, c'est qu'ils ont perdu cette guerre parce que leur armement était inférieur. Et ça, c'est ce qu'on ne dit absolument pas. Parce que ce dont on s'est rendu compte, c'est que l'armement des Russes était bien meilleur que l'armement des Américains. Dans l'artillerie, dans les drones, dans les hypersoniques. C'est-à-dire que les Russes ont aujourd'hui des hypersoniques, des missiles, qui vont à 10 fois la vitesse du son et qui peuvent vous couler les 12 porte-avions américains en 5 minutes. C'est-à-dire que les États-Unis ont perdu le leadership militaire. Et qu'ils ne peuvent plus protéger les autres. Et c'est ce qu'a dit en toutes lettres Vance à Munich. Il a dit, les gars, on peut plus vous protéger, démerdez-vous. Démerdez sich. On peut plus vous protéger, on n'a plus la capacité militaire de vous protéger. Donc abandon en race campagne de l'OTAN, ça me paraît déjà un truc assez important, mais ils ne peuvent pas faire autrement. Du coup, ça dit quoi dans les commentaires? Le pépère, les amis mal à l'aise, mine de rien. Ok, bref. Du coup, on passe sur le tweet de John de Lorraine qui a marqué Alerte Info. Éric Lombard soutient Van der Leyen sur le deal avec Trump sur les frais de douane, le qualifiant de meilleur compromis possible conforme au mandat. Comment voulez-vous que ce pays se redresse avec des gens pareils? Dans une difficulté plus grande encore avec la Chine, raison pour laquelle l'Europe doit être unie, et elle l'a été dans cette affaire-là.
C'est-à-dire que la décision qui a été prise dimanche par Ursula von der Leyen avec Donald Trump correspondait au mandat qui lui a été donné. Encore une fois, on a trouvé le meilleur compromis possible pour notre économie. Du coup, dans les commentaires, Spider-Man se surpasse pour couler le pays. Donc il aurait dit « Je me sens un peu comme Spider-Man, aujourd'hui tant ma tâche et les enjeux sont immenses pour la France ». C'est vrai. Et on continue avec le tweet du Parisien, c'est marqué pour Bernard Arnault, l'Union Européenne a conclu un bon accord avec les États-Unis sur les droits de douane. Les mecs, si c'est bon pour Arnault, c'est dégueulasse pour nous, ça c'est clair et net. Du coup, on passe sur le tweet d'Europe 1 qui a marqué on va aller acheter le gaz 4 fois plus cher qu'on pourrait l'avoir si on se mettait autour d'une table avec les Russes, ça agace un auditeur. Ce qui me dérange beaucoup plus, et vous en avez parlé, merci à vous, c'est 450 milliards d'euros de gaz qu'on va acheter aux Américains. 750 milliards de gaz, 4 fois plus qu'aujourd'hui, et 600 milliards d'investissements aux États-Unis, alors qu'il me semblerait que c'est peut-être chez nous qu'on devrait investir, Francis. Mais exactement. Donc on va poursuivre la désindustrialisation de la France, c'est déjà bien avancé, et de l'Europe, parce que cet argent, on ne l'a pas. Donc quand la Commission européenne va favoriser des investissements à hauteur de 600 milliards aux États-Unis, il va falloir faire tourner la planche à billets pour acheter du dollar américain, ce que ne font plus les Chinois, puisque les Chinois ont enlevé 400 à 500 milliards de dettes américaines en dollars, la fameuse dédollarisation du monde. Et donc nous, on va aller acheter le gaz 4 fois plus cher qu'on pourrait l'avoir si on se mettait autour d'une table avec les Russes, en disant ok d'accord, on s'est laissé embarquer dans cette histoire par les Américains, on voit pourquoi aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a ce conflit avec la Russie qui pose d'ailleurs problème et qui nous affaiblit d'une certaine manière, dans la mesure où, je ne sais pas si vous avez lu certains observateurs ce matin qui estimaient que l'Europe était affaiblie justement par ce dossier ukrainien, parce que les États-Unis livraient des armes et qu'il fallait être gentil si on voulait qu'ils continuent à livrer des armes. Donc même là, ça pose une question de souveraineté. Oui, mais c'est parce que on ne veut pas reconnaître notre erreur. En fait, rappelez-vous, le 24 février 2022, Poutine lance son opération militaire spéciale en Ukraine pour arrêter la guerre civile dans le Donbass, qui avait fait 15 000 morts d'après un rapport de l'ONU. 4 semaines après, c'est terminé, la guerre est terminée, enfin l'opération spéciale est terminée. On va signer un accord entre Zelensky et Poutine en Turquie, et là, les Américains, Joe Biden, ou la CIA, ou je ne sais pas qui, envoient Boris Johnson pour ne pas signer cet accord de paix en disant on va vous financer, il faut pas capituler devant la Russie, on va vous aider, on va vous financer, on va vous donner des armes, etc. Du coup, que dit le peuple? On n'achète pas un pays qui fait la guerre à l'Ukraine, à un dictateur. Oui, mais on dépendra d'un pays libre et non pas d'un pays passablement hostile. Ceci étant dit, si l'on cessait de se conformer aux règles européennes absurdes du marché de l'électricité, ce serait un moindre mal. Un auditeur à mentalité de collabo. Du coup, on passe sur le tweet de Citizen Media avec Aurore Berger qui dénonce l'antisémitisme au sein de la compagnie aérienne Vueling, malgré les démentis de cette dernière et le maintien de sa version. Alors je me suis entretenue avec elle, il y avait également Benjamin Haddad qui est le ministre des Affaires européennes à mes côtés. Déjà, elle est extraordinairement choquée parce qu'elle est très jeune, elle a 20 ans, elle est étudiante, elle est terrorisée à l'idée que son prénom, son nom, son visage apparaissent dans les médias ou sur les réseaux sociaux et de subir à la fois les risques de récupération et puis des vagues d'attaques et d'attaques antisémites. Et ce qu'elle a décrit, c'est ce que les enfants ont aussi décrit à leurs familles, à leurs avocats, qui vont, je pense, dans les jours prochains engager un certain nombre de poursuites. C'est tout simplement qu'il y a des enfants qui sont rentrés dans un avion, adolescents, qu'il y a un enfant qui a commencé à entonner un chant, que le chant habituel d'une colo de vacances, qu'immédiatement il a été rappelé à l'ordre de manière très véhémente par l'équipage, qu'ils se sont immédiatement arrêtés, qu'ils sont restés calmes et que dès les consignes de sécurité, on les a à nouveau ciblés et qu'ensuite on a fait sortir la monitrice, laissant les enfants seuls avec les autres accompagnateurs, qu'on a ensuite fait sortir les enfants sans autres explications. Et puis une scène très brutale qu'elle a vécue de la Guardia Civile. Une scène très brutale où on a une jeune monitrice de colo de vacances qui se fait jeter au sol, molester, brutaliser, menotter. Pour qui était-elle une menace ? On est persuadé que c'est de l'antisémitisme parce que c'est une accusation très grave par rapport à cette compagnie. Là, c'est magnifique. Il lui pose la question, vous êtes persuadé que c'est de l'antisémitisme? Vous avez vu comment il a formulé sa question? Il lui a pas demandé, est-ce que vous pensez? Il a dit, vous êtes persuadé. Donc pour lui, c'était acté que pour elle, c'est de l'antisémitisme. Parce qu'elle est tellement en train de dérouler comme si c'était de l'antisémitisme que lui, il s'est dit, voilà, vous êtes sûr? Et là, en fait, elle va pas répondre. Mais pendant tout le long de l'interview, elle va l'insinuer, tu vois. Parce qu'elle sait très bien qu'elle ne peut pas dire que c'est de l'antisémitisme, sinon on peut l'attaquer pour diffamation. Regardez. On est persuadé que c'est de l'antisémitisme parce que c'est une accusation très grave par rapport... Voilà, il lui demande pas, est-ce que vous pensez que c'est de l'antisémitisme? Il lui dit, vous êtes persuadé? Donc lui, c'est déjà acté. Pour lui, c'est que voilà, c'est ce qu'elle pense, tu vois. Vu la façon qu'elle parle en même temps. Et je voudrais quand même rappeler aux gens qui est Aurore Berger. Aurore Berger, c'est une femme politique qui a menti sous serment, les mecs. D'accord? Faut quand même le rappeler, hein. Cette compagnie aérienne. Écoutez, en tout cas, on a une colo de vacances avec des enfants français, contrairement à ce qu'elle dit. Voilà, elle va pas le dire. Elle ne va pas répondre, les mecs. Et c'est très bien pourquoi, parce que sinon on peut l'attaquer pour diffamation. Le ministre des Transports espagnol qui a dit que ses enfants n'étaient pas français mais israéliens, c'est-à-dire que dès qu'on est juif, on est israélien, comme s'il y avait une forme de soupçon et comme si ça justifiait un quelconque mauvais traitement sur des enfants, des adolescents ou des accompagnateurs qui se sont sentis
ciblés, qui ont senti une ambiance extrêmement pesante à leur égard. Moi, vous savez, il n'y a quasiment pas un jour où j'ai pas des familles qui m'interpellent, des femmes, des hommes qui m'interpellent sur des faits d'antisémitisme. Il y a un climat malsain. Est-ce qu'on va la croire? La menteuse sous serment, est-ce qu'on va la croire? Peut-être c'est une DJ, toi, elle remixe un peu, toi, elle augmente. Mauvais dans notre pays, dans les démocraties, au sein de l'Union européenne aussi, où on voit ici des clients dans un établissement, dans un restaurant à Vienne, qui ont été exclus parce qu'ils parlaient ici en hébreu. Là, on voit que ce sont des enfants français. Il se trouve par ailleurs qu'ils sont juifs, mais les enfants français qui sont exclus d'un avion. C'est aussi une humoriste à Marseille, Marie Saint-Filtre, qui a été chassée d'une terrasse de café. Alors, Marie Saint-Filtre ne s'est pas fait chasser d'une terrasse de café. Elle est partie d'elle-même. Elle le dit aussi, tu vois. Elle dit qu'elle est partie et ensuite, ils écrivent « elle s'est fait chasser ». Les mots ont un sens à un moment donné, tu vois. Et c'est elle qui allait voir les gens qui chantaient Free Palestine ou un truc dans le genre, tu vois. Mais bon, voilà. Elle s'est fait chasser. Alors que pas du tout, c'est elle qui est partie. Personne ne l'a chassée, en fait. À coup de slogans extrêmement véhéments à son encontre, parce qu'elle était reconnue non pas en tant qu'humoriste, mais reconnue et ciblée parce que juive. Donc vous faites passer de nouveau... Et d'ailleurs, les mecs, moi j'ai appris qu'elle était juive en tombant sur la news comme quoi il y a eu des embrouilles dans une terrasse de café. Mais sinon, je ne savais pas qu'elle était juive. Vous le saviez, vous, qu'elle était juive? Ces messages-là, après c'est la justice qui prendra potentiellement en charge ces affaires. Oui, mais parce que c'est grave ce qui se passe. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand aujourd'hui on a des femmes, des hommes et des enfants qui, du simple fait qu'ils sont juifs, sont pris pour cible. Voilà. En disant ça, elle est en train de dire que c'est un acte antisémite. Dire qu'ils ont été ciblés parce qu'ils sont juifs, c'est de l'antisémitisme. Mais quand il te pose la question, tu n'oses pas le dire. Donc tout le long, elle est en train d'insinuer le truc, tu vois, mais elle n'ose pas le dire parce qu'elle n'a pas envie d'être attaquée, tu vois. Et encore là, je pense qu'il pourrait, hein. Pourquoi qu'ont-ils fait? De quoi sont-ils responsables? De quoi des enfants qui rentrent de colos de vacances sont-ils responsables? Et si on n'est pas tous capables de s'indigner, à la fois parce que moi je suis ministre et que c'est ma responsabilité de lutter contre l'antisémitisme et pas uniquement de m'indigner, de prendre les mesures qui sont appropriées pour protéger les Français, mais si on n'est pas en tant qu'être humain, en tant que citoyen, en tant que parent, capable de s'indigner de ça, bon, on ne sait plus s'indigner de grand-chose. Donc oui, je pense qu'il faut être extrêmement clair, ne rien laisser passer. Le message est clair. Chaque Français considère que c'est pas l'affaire des juges, mais que c'est l'affaire de chacun d'entre nous. Ok, du coup dans les commentaires, attendez, il y a une personne qui répond avec cette vidéo. Les petits anges de Aurore Berger. Après, je pense pas que c'est la séquence. C'était réellement la séquence de l'embrouille là avec Vueling. Vous inquiétez pas que ça aurait tourné comme jamais. Je pense que c'est une vieille vidéo. Du coup, on passe sur le tweet de Simon Mousse qui a marqué « Je n'y croyais pas et pourtant c'était vrai ». Jean-Noël Barrot a bel et bien relayé à la tribune de l'ONU la thèse complotiste du Grand Israël. Donc c'est devenu complotiste le Grand Israël? C'est nouveau. Depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais la diplomatie française ne s'était ainsi vautrée dans un tel obscurantisme. De part et d'autre, les partisans du rejet sont en train de l'emporter. Ceux de la Palestine du Jourdain à la mer d'un côté, ceux du Grand Israël de l'autre. Du coup, dans les commentaires, il y a Isabelle qui dit « Ça sort de la bouche de Smotrich et Ben-Gvir sans arrêt. Ils sont ministres. » Et elle montre cette vidéo avec Nili Kufir-Nouari qui disait « Je voulais montrer cette séquence, regardez. » Au président français Emmanuel Macron, nous sommes ici à Hebron pour lui dire d'une manière claire que de la mer jusqu'au Jourdain, il n'y aura qu'un seul drapeau, le drapeau de l'État d'Israël. Et c'est elle qui avait posté une photo où ça montrait le Grand Israël, quoi, tout simplement. Ou bien elle avait un pendentif aussi avec, genre, le Grand Israël. Je me rappelle plus trop. Bref, je préfère pas m'avancer avant qu'on m'attaque. Du coup, on passe sur ce tweet de l'Œil Média, c'est marqué « L'ambassadeur d'Israël en France, mensonge sur mensonge. Bravo à ce journaliste. Netanyahou, il était toujours pour 2 États. » Palestinien, oui, je ne parle pas du Hamas. Vous dites tous les Palestiniens. L'autorité palestinienne, pas tous les Palestiniens, pas la population, excusez-moi, mais l'autorité palestinienne et le Hamas. Vous savez qu'Israël a 4 occasions proposées, a offert aux Palestiniens la création d'un État entier, à part entière, avec une armée, avec la division de Jérusalem, avec le contrôle des frontières par l'autorité, par l'État palestinien, et cela a été rejeté par les Palestiniens. Alors il est important de ne pas ignorer, de ne pas regarder de côté, de ne pas ignorer les faits. Vous dites l'échec de la solution diplomatique incombe au sol palestinien, si je vous entends bien. Côté israélien, si on regarde, le Premier ministre Netanyahou, qui a toujours été un farouche opposant à la création d'un État palestinien, il l'a toujours dit. Non mais c'est faux. Ce que vous venez de dire, les ministres les plus extrémistes de son gouvernement qui appellent ouvertement à la destruction de Gaza, au déplacement des Palestiniens, à l'annexion totale de la Cisjordanie.
Cisjordanie, le Parlement qui vient de voter pour cette annexion, vous dites qui est responsable en Israël de l'échec de la solution politique. C'est le Netanyahou, que le Premier ministre Netanyahou avait accepté l'offre de la création d'un État dans le cadre de ce qu'on appelle the deal of the century, quand Trump l'avait proposé. Il avait proposé la création de deux États, c'est-à-dire d'un État palestinien qui serait à côté d'Israël, entre la mer et le Jourdain. Ça avait été accepté par le gouvernement israélien. Il a toujours été opposé, Benjamin Netanyahou, à un État tel que prévu dans les accords d'Oslo. Non mais vérifiez vos faits. On ne pouvait pas répéter des slogans comme ça sans les vérifier, excusez-moi. Benjamin Netanyahou est favorable à la création d'un État palestinien. Il a toujours été opposé à Yitzhak Rabin qui a signé les accords d'Oslo en 1994. Vos faits, vous répétez des slogans qui ne sont pas vrais, excusez-moi. Quand le président des États-Unis, Trump, avait proposé ce qu'on appelle le deal of the century, c'était la création d'un État palestinien. Dans le cadre de ce deal of the century, il y avait la création d'un État palestinien entre la mer Méditerranée et le Jourdain. Le gouvernement israélien avait accepté l'idée et le Premier ministre avait accepté la création de cet État. Ça avait été encore une fois rejeté par l'autorité palestinienne. Il n'y a pas que l'autorité palestinienne, beaucoup d'États dans le monde jugeaient ce deal, comme vous dites, proposé par Trump, inacceptable. Non. Attendez, il n'y a pas quelqu'un qui a demandé à Grog, s'il te plaît, est-ce vrai qu'Israël a offert à 4 reprises la création d'un État palestinien à l'autorité palestinienne? Oui, c'est vrai, Israël a proposé la création d'un État palestinien à l'autorité palestinienne au moins 4 fois. Camp David 2000, Clinton 2000, plan Olmer 2008, plan Trump 2020. Ces offres, incluant territoire et concessions, ont été rejetées par les Palestiniens. Voilà, ça c'est dit en tout cas. Qui dit « Quand c'est Israël qui tue des chrétiens, on n'entend pas les voix de la droite extrême de Bruno Retailleau et de l'extrême droite de Zemmour ou du petit Bardella. » Où sont les patriotes pour défendre les chrétiens d'Orient? Israël, qui a droit à tout, qui peut détruire des lieux de culte, et pas que des mosquées, qui sont censément être des lieux de culte dont les Européens occidentaux devraient être sensibles, puisque ce sont des lieux de culte chrétiens. Même ça, ils l'acceptent. Pour moi, il n'y a pas de différence entre un chrétien, un musulman, un juif qui subit l'inacceptable. Pour moi, Karim Zeribi. Mais comment on sait que dans l'esprit des pays occidentaux, quand ça touche les Arabes et les musulmans, c'est pas très grave. Par contre, quand ça touche les chrétiens d'Orient, on entend souvent des gens donner de la voix. Il est où, là, Retailleau, pour parler des chrétiens d'Orient? Et on sait qu'il a des convictions religieuses, et c'est très bien que les gens aient des convictions religieuses. Je n'ai aucun problème là-dessus, j'en ai. Mais Retailleau, qui est chrétien, qui est catholique, qui est sensible à la cause des chrétiens d'Orient, il l'a déjà dit. Il a déjà donné de la voix. Vous l'avez entendu, vous parlez des bombardements israéliens sur l'église qui a frappé les chrétiens? Si, ils en ont que faire de la mort de musulmans palestiniens, au moins qu'ils s'insurgent et qu'ils montent au créneau sur les Palestiniens chrétiens. Ils devraient être touchés, là, à minima. Je veux dire, non, même pas. Ah non, Retailleau préfère revenir sur l'Algérie, encore, toujours, avec son obsession permanente, ses coups de menton, flatter un électorat nostalgique. Mais par contre, la Palestine et les chrétiens de Palestine et les chrétiens d'Orient, je ne l'entends jamais. C'est comme quand les gendarmes français ont été piétinés à Jérusalem, sur un territoire qui était censément être français. Vous avez entendu, vous, les patriotes d'extrême droite, monter au créneau pour dire c'est inacceptable ce qu'ont fait les policiers israéliens. On veut aujourd'hui que Netanyahou présente des excuses à la France. Non, jamais, si ça avait été notre nation. On les aurait entendus toute la journée, pendant je ne sais combien de jours, pour dire il faut s'excuser. La France est un grand pays, nous sommes des patriotes. Mais là, vous n'êtes plus patriotes. Et la France n'est plus un grand pays dans ces cas-là. C'est ça qui est dommage. Du coup, dans les commentaires, désolé Véro, mais cet Olibrius collabo de Tebboune infiltré en France devrait se taire et repartir dans son pays d'origine qu'il aime tant. De plus, c'est un délinquant. Lui répond, Zemmour est un délinquant S et également algérien. Marine, une voleuse, mais là, ça n'a pas l'air de te déranger. Israël ne tue pas de chrétiens. Mensonge. Donc, les mecs, voilà pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous décrire. Ciao tout le monde.